Alors qu'Emmanuel Macron fête ses 1000 jours à la tête de l'Elysée, les Français dressent un constat accablant du mi-mandat présidentiel. Crise des gilets jaunes, réforme des retraites ou encore affaire Benalla, le quinquennat Macron est pour le moment bien amer. Une nouvelle affaire sexuelle entache le sport français et cette fois-ci, c'est du côté du patinage. Comme toujours, c'est une séquence de grand déballage qui débute sans que tous les responsables soient montrés du doigt. En Afrique du Sud, les surfeurs tentent de prendre un virage plus écologique pour réconcilier leur sport avec la nature. Certains optent pour des planches en bois moins performantes mais plus respectueuses de l'environnement. Madame, Monsieur, bonsoir. Emmanuel Macron passe le cap des 1000 jours dans la douleur. Après plus de 2 ans et demi passés à l'Elysée, le président vit un mandat compliqué. Entre une longévité inédite des contestations sociales et une gestion laborieuse dans son propre camp, le bilan est amer. Emmanuel Macron fête ses 1000 jours à l'Elysée, un cap symbolique pour le président de la République dont le mandat ressemble davantage à un long calvaire qu'à une promenade de santé. Selon un sondage Odoxa, près de 2 Français sur 3 estiment que Jupiter est un mauvais président et un tiers des personnes interrogées le considèrent même comme un très mauvais président. Parmi les personnes ayant une mauvaise opinion, 62% le considèrent mauvais en raison de ses actions et de la politique qu'il a menée. Il faut dire que depuis son élection en mai 2017 et la promesse d'un nouveau monde politique, certains électeurs ont quelque peu déchanté. En 2 ans et demi de présidence, Emmanuel Macron a perdu 32 points de popularité. Ses prédécesseurs, François Hollande et Nicolas Sarkozy, en avaient perdu respectivement 35 et 31. Si le locataire de l'Elysée limite la casse de ce côté, il a en revanche tiré son épingle du jeu en se montrant parfois extrêmement méprisant avec les gens qui ne sont rien. En effet, pendant la campagne électorale ou peu après son élection, Emmanuel Macron a multiplié les petites phrases chocs qui ne sont pas passées inaperçues auprès de l'opinion. Parce que vous aurez appris dans une gare. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. La politique sociale, regardez, on met un pognon de dingue dans des minima sociaux. Mais si vous êtes prêt et motivé, je veux dire, dans l'hôtellerie, le café, la restauration, dans le bâtiment, il n'y a pas un endroit où je vais où ils ne me disent pas qu'ils cherchent des gens. Hôtel, café, restaurant, je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Avec ses sorties publiques, l'image du président a donc été largement écornée. À cela, il faut également ajouter l'affaire Benalla. Là encore, la gestion du dossier a été compliquée pour Emmanuel Macron, qui a, coûte que coûte, tenté de défendre son collaborateur. Jamais, dans notre République, depuis 1 an, il n'y a eu qui que ce soit protégé ou soustrait aux règles, aux droits de la République. Car c'est ce que nos concitoyens attendent de nous. Et s'ils cherchent un responsable, dites-leur chaque jour, vous l'avez devant vous. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi, et moi seul. Un responsable tout désigné, les Français ont donc décidé de venir le chercher à travers la crise des Gilets jaunes. Depuis le 17 novembre 2018, des milliers de manifestants ont affiché semaine après semaine leur mécontentement à l'égard de la politique menée par le chef de l'État. Une crise sociale d'une longévité inédite, non sans dommage, puisque des centaines de contestataires ont été blessés. Certains y ont même perdu des mains ou ont été éborgnés. Et comme si cela ne suffisait pas, la réforme des retraites est venue s'ajouter par-dessus. 2 mois de mobilisation sociale, des centaines de milliers de personnes dans les rues pour exprimer leur opposition à la politique menée par l'exécutif. À cela s'ajoutent également les défections gouvernementales. Jamais un président n'avait connu durant la première partie de son mandat autant de départs de ministres ou de secrétaires d'État. 16 à ce jour, des départs forcés. Richard Ferrand, François Bayrou, Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez, Laura Flessel, Françoise Nyssen, François de Rugy, Jean-Paul Delevoye, touchés par des affaires ou des polémiques qui auraient pu gêner l'exécutif. D'autres ont été motivés par une entrée en campagne électorale, auquel il faut également ajouter la démission fracassante de Nicolas Hulot. 16 départs et des ministres toujours en place loin de faire l'affaire. Christophe Castaner et Nicole Belloubet en première ligne. La majorité gouvernementale à l'Assemblée nationale s'effrite également au fur et à mesure que les jours passent. De 314 députés en comptant Richard Ferrand en 2017, ils ne sont plus que 300 aujourd'hui alors que la
majorité absolue est à 289 sièges, sans compter le cas Cédric Villani. Le député de l'Essonne a été exclu du parti après avoir confirmé son intention de briguer la mairie de Paris face à Benjamin Griveaux. Une campagne municipale qui devrait d'ailleurs se révéler particulièrement compliquée pour La République En Marche, qui a tenté un coup de poker par l'intermédiaire du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, qui a transmis une circulaire aux préfectures pour ne pas attribuer de nuances politiques aux listes qui se présentent dans les communes de moins de 9000 habitants, soit près de 96% des communes françaises. Preuve donc que la majorité gouvernementale n'est pas très à l'aise avec les élections du mois prochain. Désormais, il paraît peu probable qu'Emmanuel Macron arrive à recoller les pots cassés, alors que nous ne sommes qu'à mi-mandat. Harcèlement, agression sexuelle, dénonciation et polémiques quotidiennes, les scandales sexuels dans les milieux du sport ont apporté leur lot d'histoires scabreuses ces derniers jours. Olivier Frère-Jacques. Après l'affaire Matzneff, un nouveau grand déballage, mais pas dans la littérature, dans le sport à présent. En cause une enquête publiée fin janvier par le journal L'Équipe sur les violences sexuelles dans les années 70 et 80 dans le milieu du patinage artistique ainsi que dans la natation. De nombreux témoignages de sportives étayaient le propos, parmi lesquels celui d'Hélène Godard, ancienne espoir du patinage français, avec son entraîneur de l'époque, Gilles Beyer, qui aurait eu des relations sexuelles avec elle alors qu'elle n'avait que 14 puis 15 ans. 24 heures après la publication de cette enquête, sortait en librairie le livre Témoignages d'une ancienne championne du patin à glace de nationalité française, Sarah Abitbol, qui met en cause le même entraîneur. Elle affirme ainsi avoir été violée alors qu'elle n'avait que 15 ans. Gilles Beyer se trouve par ailleurs être un proche du président de la Fédération des sports de glace, Didier Galliaguet, qui lui refuse de démissionner, comme lui a demandé le ministre des Sports Roxana Maracineanu. Une attitude qui a suscité de vives critiques, mais qui peut se comprendre car si ce personnage n'a vraiment rien à se reprocher, une démission reviendrait à un aveu de culpabilité. Le problème, dans son cas, semble être le nombre important de personnalités de ce sport qui affirment qu'il était au courant. Une fois de plus, dans ces affaires glauques, la chasse aux sorcières n'est pas forcément une mauvaise chose, mais des bonnes questions ne sont pas posées. En premier lieu, ceux qui disent que tout le monde savait, ne pouvaient-ils pas eux-mêmes agir ? Quelle responsabilité ont les parents qui abandonnent leurs enfants à des éducateurs bénéficiant parfois d'une vilaine réputation ? Quelle est la responsabilité d'une classe politique et médiatique qui, comme dans le cas de Matzneff, a longtemps couvert des agissements à caractère pédocriminel ? On pense notamment au journal Libération qui a hébergé un journaliste pédocriminel en son sein et dont ses collègues connaissaient les pratiques. Une presse qui donne aujourd'hui de leçons de morale sur les violences faites aux femmes, mais qui hier employait des violeurs d'enfants. Depuis les révélations de la première patineuse, les témoignages s'enchaînent et l'agitation médiatique bat son plein. Le président du club de football d'Angers est accusé de harcèlement sexuel, mais point important, cette affaire-ci n'implique pas de mineurs. Le harcèlement sexuel et les affaires glauques reviennent ainsi une nouvelle fois en une de l'actualité. Un bouillonnement médiatique dans lequel peuvent se mélanger vraies affaires et règlements de compte bien opportuns. Une chose est sûre, les pétitions en tout genre et autres MeToo vont une nouvelle fois être mises à l'honneur dans de nombreux médias. Des démarches vaines si un véritable inventaire des responsabilités et des raisons de ces pratiques criminelles n'est pas opéré. Une démarche qui reviendrait à faire le procès de la libération sexuelle et des élites politiques et médiatiques. Une vague verte en Afrique du Sud. Près du Cap, des surfeurs délaissent leurs planches de compétition et utilisent désormais des planches en bois plus respectueuses de l'environnement. Le but, réconcilier le sport de glisse avec la nature. 6 h du matin, léger vent de face. Les conditions sont bonnes et il y a déjà du monde sur les vagues de Muizenberg, près du Cap, en Afrique du Sud. En surface, Matthew est un surfeur comme les autres. Mais sa planche, elle, sort du lot. Cela fait 6 ans que Matthew préfère le bois aux mousses de polyuréthane, omniprésentes dans l'industrie du surf. Pour moi, ça a vraiment ravivé mon amour pour le surf, parce que c'est une sensation complètement différente. C'est différent quand tu rames, c'est différent quand tu surfes. Et ouais, en surf, c'est les sensations qui comptent. Une planche fabriquée à quelques kilomètres de là dans l'atelier de Patrick Burnett. Cet ancien journaliste s'est lancé dans la création de surf en bois il y a une dizaine d'années. Des planches creuses pour gagner en légèreté et en maniabilité. Une méthode ancienne, abandonnée au début des années 50 pour de nouveaux matériaux plus compétitifs. Mais pour Patrick, tout est question de design. Le bois, c'est un matériel unique et il lui faut un design particulier.
Les formes de planches que j'ai choisies sont, je pense, adaptées au bois. Et ce sont des shapes qui marchent vraiment très bien. Je ne vais pas prendre une planche de compétition, la refaire en bois et m'attendre à ce qu'elle soit bien. Ce bois, du cèdre japonais la plupart du temps, est produit en Afrique du Sud dans des plantations durables. C'est aussi pour le moment la seule alternative écolo aux planches en mousse de polyuréthane dont la fabrication est polluante. L'environnement, une vraie préoccupation pour Patrick, mais pas un argument de vente. Quoi qu'on fasse, ça laisse une empreinte. Quels que soient les matériaux, il y aura toujours un truc qui n'est pas bon pour l'environnement. C'est mieux d'être honnête et de dire « Écoute, j'utilise cette colle à bois en polyuréthane et c'est clairement pas bon pour l'environnement. J'adorerais m'en passer, mais il n'y a rien d'autre de disponible à l'heure actuelle. » À raison de 50 à 60 heures par planche, Patrick en a fabriqué environ 850 dans sa carrière. Une goutte d'eau dans l'océan à l'échelle de l'industrie du surf, mais un pas dans la direction d'une plus grande harmonie entre ce sport et son environnement. Et on retrouve Olivier Frère-Jacques pour l'actualité en bref. Un drame, une enquête et beaucoup d'indécence. Une semaine après le meurtre de Laura dans le Pas-de-Calais, les circonstances précises du meurtre demeurent inconnues du grand public et aucun suspect n'a été interpellé. Une enquête est en cours et les obsèques de la jeune fille ont été célébrées jeudi en l'église Saint-Vaast de Salomine. Une nouvelle fois, les réseaux sociaux ont joué leur rôle parasitaire à plein et les rumeurs et autres commentaires déplacés ont pullulé, ne respectant pas le précieux temps du deuil pour la famille. De nombreux internautes ont critiqué le peu de couverture médiatique, n'envisageant pas une seconde que cela pouvait permettre de faire avancer l'enquête plus sereinement, ni même que cela éviterait des souffrances supplémentaires à ses proches. Samedi, un rassemblement aura lieu selon la volonté de la mère de la jeune fille à 14h à Salomine. Le médecin chinois qui avait sonné l'alarme sanitaire aurait succombé du coronavirus. Li Wenliang, 34 ans, un des premiers médecins à avoir révélé trop tôt les dangers du virus, est mort dans la nuit de jeudi à vendredi. Le 30 décembre, il avait adressé un message à des collègues en leur conseillant de se protéger avec masques et combinaisons avant d'être montré du doigt par les autorités accusées de propager des rumeurs avec 7 autres personnes. Li Wenliang expliquait qu'on lui aurait ordonné de signer une lettre reconnaissant qu'il avait fait des commentaires erronés et avait fortement perturbé l'ordre social. Sa mort a provoqué des réactions de tristesse et de colère sur les réseaux sociaux chinois. Dans une volonté d'apaisement, les autorités du pays ont annoncé l'ouverture d'une enquête. Un Britannique soigne le mal par le mal. Après avoir contracté le coronavirus, Connor Reed, enseignant à Wuhan, a décidé de quitter l'hôpital pour se soigner lui-même. Pour son automédication, le Britannique de 25 ans a mis au point un mélange composé de whisky chaud et de miel. Il affirme que sa guérison miraculeuse est uniquement due à ce cocktail et soutient l'idée que le coronavirus peut être combattu. Bien qu'il soit sûr de sa recette miracle, rien ne prouve que le whisky miel soigne ses maux. Aucun traitement spécifique n'existe à l'heure actuelle contre le coronavirus. Dans le doute, n'hésitez pas à avoir recours à ce précieux nectar. Nathalie Loiseau prend un peu trop de hauteur. Interrogée mercredi par la BBC sur la persistance des mouvements sociaux en France, l'eurodéputé LREM a sèchement recadré le journaliste affirmant qu'il n'y avait plus de grève en France. Surpris, son interlocuteur lui a tout de même rappelé la longévité du mouvement de contestation sociale initié fin 2018 par les Gilets jaunes, suivi récemment par un important mouvement de grève. Après cette nouvelle boulette de l'ancien ministre aux Affaires européennes, la BBC s'est fait un plaisir de poster ce passage sur les réseaux sociaux. Deliveroo épinglé, la plateforme de livraison de repas a été condamnée pour travail dissimulé à la suite de la requalification du contrat de prestation de service d'un de ses coursiers en contrat de travail. L'appareil judiciaire a reconnu que le fait d'obliger le coursier à avoir un contrat de prestation de service était une volonté de frauder le code du travail de la part de Deliveroo et condamne l'entreprise à verser 30 000 € au livreur. Il s'agit d'une première contre Deliveroo en France, mais la plateforme envisage de faire appel. Critiqué par certains, le droit du travail français demeure néanmoins un édifice juridique protecteur pour de nombreux travailleurs.
La Banque mondiale tape dans le gras. Dans un rapport publié jeudi, la Banque mondiale a appelé les pays pauvres et en développement les plus concernés par le surpoids et l'obésité à taxer les aliments mauvais pour la santé car trop gras, trop sucrés ou trop salés. L'institution insiste sur le rôle majeur des gouvernements, les exhortant à mettre en place des systèmes de santé efficaces. Elle les enjoint également à développer des mesures de prévention et d'éducation ainsi qu'à déployer des aires de jeu dans les écoles et des voies piétonnes et cyclables. L'obésité a triplé depuis 1975 à l'échelle de la planète et les coûts qui y sont liés explosent pour les pays concernés. Les 3/4 des adultes et 80% des enfants touchés vivent dans des pays à revenus faibles ou moyens, particulièrement en Amérique latine. Et un record de l'espace pour finir. Jeudi, l'astronaute états-unienne Christina Koch est revenue sur Terre après avoir passé près d'1 an à bord de la Station spatiale internationale. Elle a ainsi battu le record féminin du temps passé dans l'espace, soit 328 jours. Le précédent record a été détenu par sa compatriote Peggy Whitson. Christina Koch a mené de nombreuses expériences scientifiques sur le laboratoire orbital, en étudiant par exemple les effets de la microgravité sur les feuilles de moutarde de Mizuna, la combustion, la bioimpression ou bien les maladies rénales. C'est bientôt la fin de cette édition. Comme chaque vendredi, vous pouvez vous procurer le quotidien présent de fin de semaine. À la une, les problèmes de financement du Rassemblement national. Et ce soir, retrouvez Tête à Clash, Franck Tanguy et ses invités débattent du droit au blasphème avec l'affaire Mila, du Brexit et de la photo d'Emmanuel Macron avec un t-shirt lié aux victimes des lanceurs de balles de défense de la police, les LBD. Nous avons des politiques qui méprisent totalement le reste du peuple, puisqu'ils ne se préoccupent absolument pas de cette qualité d'enseignement. Des rapports internes de l'OCDE disent que les professeurs français aujourd'hui sont recrutés parmi les 10% des plus mauvais élèves de fac. Donc, où va-t-on comme ça ? Donc, il n'est pas normal que des jeunes n'aient d'autres moyens de communiquer que de s'invectiver de la pire façon. Pour moi, c'est un épiphénomène que vous rencontrez partout dans les salles de cours, de récréation. Vous allez dans les jardins, etc. C'est partout la même chose. Le réflexe de la communication, c'est l'insulte. Demain midi, retrouvez le samedi politique. Élise Blaise et l'économiste Philippe Murer reviennent sur le coronavirus et ses conséquences économiques qui mettent à mal la mondialisation. En fait, le dilemme chinois se résume ainsi. Ils n'ont pas de bonne solution. Première chose, soit ils continuent à enrayer la maladie comme ils l'ont fait avec efficacité quand même. Et dans ce cas-là, ils doivent laisser un petit peu tout fermer, les écoles, les usines, etc. Il y a des mesures de restriction énormes. Mais dans ce cas-là, ça va détruire leur économie, l'abîmer, et puis il faut bien qu'ils se nourrissent aussi. Enfin, il y a plein de problèmes. Deuxième possibilité, ils disent on lâche un peu prise sur les restrictions, mais évidemment, il y a un risque très fort que la propagation reprenne de façon très importante, avec de plus en plus de morts et un effet de panique à terme dans la population quand l'épidémie sera trop importante et donc de nouveau un risque d'abîmer gravement l'économie. Donc ils n'ont pas de bonne solution et j'aimerais pas être à la place des gouvernants chinois qui doivent les prendre. Enfin dimanche, Jean-Pierre Maugendre vous donne rendez-vous dans un terre de mission consacré au travail de Patrick Buisson sur Jeanne d'Arc. Dans un instant, retrouvez Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. Mais avant de se quitter, je vous propose de revenir en images sur les obsèques de Roger Olindre. Merci pour votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous. À lundi. Bonsoir. Les obsèques du militant patriote Roger Olindre ont été célébrées hier après-midi en l'église Saint-Roch à Paris. Ils étaient nombreux à venir rendre un dernier hommage à l'ancien combattant, en présence de personnalités comme Jean-Marie Le Pen, Marion Maréchal ou encore Bruno Gollnisch. Une église remplie pour dire adieu dans le recueillement à l'éternel soldat de France.
Chers amis téléspectateurs, vous souvenez-vous des Misérables ? Non, je ne parle pas du roman de Victor Hugo, bien sûr, ni de la belle formule de La Fontaine, que vous soyez puissant ou misérable, jugement de cour vous rendront blanc ou noir. Non, je ne parle pas de Victor Hugo ni de La Fontaine, mais de ce chef-d'œuvre du 7e art, paru récemment sur les écrans et qui avait ému aux larmes Manu et sa maman Bricheton sur le sort des banlieues, au point qu'ils ont dû tous les deux être réhydratés tant leur torrent de larmes les avait desséchés. Ce film, Les Misérables, avait donné des transes proches de l'extase mystique à tous nos grands prêtres de la culture de gauche. Jusqu'à ce que perce ici et là l'étrange vérité sur Lajli, le réalisateur du dit chef-d'œuvre. Ce monsieur, issu d'une immigration qui est à l'évidence une chance pour la France, a participé il y a 10 ans à une sympathique équipée de règlement de compte contre un homme accusé d'avoir serré d'un peu trop près la sœur d'un de ses amis, une femme mariée. Chose que la morale réprouve, certes, mais peut-être pas au point d'attraper le type en question et de le séquestrer dans un coffre de voiture après l'avoir arrosé d'essence. Heureusement pour lui, le serreur de femmes marié a réussi à prendre la poudre d'escampette et Lajli a écopé d'une condamnation pour séquestration et complicité de séquestration par le tribunal de Bobigny. Il faut ici, une fois n'est pas coutume, féliciter le tribunal de Bobigny qui a fait preuve d'une certaine fermeté dans cette affaire alors qu'il est généralement d'un laxisme gauchiste absolu. Là où le bas blesse, c'est qu'il apparaît qu'il est désormais interdit de s'offusquer du passé un peu chargé de notre cinéaste de génie. Tout comme il est interdit de supputer qu'il puisse y avoir un quelconque lien entre les origines et la croissance du cinéaste d'une part et le mode opératoire du règlement de compte d'autre part. Circulez, il n'y a rien à voir. Quand le cinéaste Polanski fait parler de lui, tout l'arsenal du MeToo et de la chasse au porc est mis en action. Dans le cas de Lajli, on minimise, on cache, on parle d'une erreur de jeunesse, peut-être même d'une fake news, une diffamation inventée par les médias de droite. Lajli a purgé sa peine, la page est tournée. Admettons. Cela dit, nous apprécierions qu'il fasse un peu moins la morale à tout le monde et on aimerait que les féministes de compétition s'expriment sur le sort qui a été fait à un homme coupable d'avoir séduit une jeune femme visiblement consentante. Le film de Lajli sera présenté dans les jours à venir à la cérémonie des Oscars, le moment le plus important de l'année après celui de la fête de la musique avec des rappeurs africains dans le palais de l'Élysée. Je suis prêt à parier 50 anciens francs que personne ne viendra troubler la cérémonie pour rappeler que le réalisateur nominé a été condamné pour complicité dans un crime accompli en tout bien tout honneur, en tout bien toute horreur. Pas de risque, il n'a fait que suivre la charia. Fermez le banc. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.